Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Beatypic. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Mon nom est Vincent et je suis un intervenant psychosocial. Je suis autiste, j'ai un TDAH et sur ma chaîne on parle de neurodivergence, de relations humaines, de psychologie et toutes ces petites choses-là. Aujourd'hui, on va discuter de la relation en fait entre les personnes neurodivergentes et les professionnels neurotypiques qui travaillent avec elles et pourquoi on a l'impression en fait que les experts neurotypiques sur les sujets neurodivergents connaissent mieux ça que nous alors que c'est complètement faux et pourquoi il y a autant de mauvaises informations disponibles sur Internet. Premièrement, on a eu longtemps l'impression que les personnes autistes et les personnes avec un TDAH n'avaient comme pas la capacité mentale de comprendre leurs propres conditions et donc ne savaient pas ce qui était bon pour eux. Donc les experts neurotypiques considéraient donc que ils étaient plus en mesure de savoir ce qui était bon pour nous que nous-mêmes. Les experts ou les professionnels dans les domaines neurodivergents pensent encore qu'ils s'y connaissent plus que les personnes qui le vivent parce qu'ils ont étudié là-dedans puis ils comprennent la psychologie derrière et tout. Je comprends ça, je veux dire, moi aussi je l'ai étudié puis ça m'a permis de me comprendre beaucoup mieux connaissant le côté psychologique et le côté scientifique derrière, mais c'était à un point où les expériences personnelles de ces personnes-là qui vivaient avec ces conditions-là étaient carrément dismissed. La vision médicale dominante traite les personnes neurodivergentes comme des personnes avec une déficience et donc sont vues un peu comme des enfants. Dans le sens qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, même si on le vit, puisqu'on ne connaît pas tout le côté psychologique derrière, puisqu'on n'a pas fait des études dans le sujet, c'est comme si on ne savait pas de quoi on parlait parce qu'on fait juste le vivre. Et cette infantilisation-là fait en sorte que les personnes professionnelles et experts neurotypiques, mais dans les domaines neurodivergents, ont souvent parlé pour les personnes neurodivergentes, comme s'ils savaient mieux que nous qu'est-ce qu'on avait besoin. Par ce fait même, ça plaçait les personnes neurodivergentes dans un rôle passif plutôt que de les écouter et de les faire participer aux études, aux programmes, aux discussions sur eux dans le fond. Ce qu'on apprend dans les textes, dans les livres, dans les classes, oui, ça a de la valeur, mais c'est un peu comme nommer des hommes cis à la tête d'organisations pour aider la condition féminine. On a besoin d'alliés, évidemment, mais on s'entend qu'un homme cis n'a aucune idée de ce que c'est de vivre comme femme. Et même s'ils lisent des livres à propos de ça, ils ne pourront jamais savoir vraiment ce que c'est. C'est la même chose pour les personnes neurodivergentes ou les personnes d'ethnies différentes ou de cultures différentes. Leur connaissance du sujet ne se base pas sur des expériences vécues, il se base uniquement sur le côté psychologique, le côté textbook, le côté même parfois pathologique. Puis ça fait en sorte qu'on voit encore les neurodivergences comme quelque chose à régler, comme quelque chose qui ne devrait pas être, qu'on essaie de cacher ou qu'on essaie de traiter. Sans compter que, comme la communauté scientifique et des experts sur la neurodivergence n'ont pas l'habitude de parler aux personnes qui vivent cette réalité-là, il y a encore beaucoup de mauvaises conceptions et de mythes sur la neurodivergence qui sont encore spread partout et ça fait en sorte que même les nouvelles personnes qui étudient pour travailler avec les personnes neurodivergentes commence déjà avec les mauvaises informations et des mythes et des stéréotypes dépassés. Par exemple, c'est encore très très fréquent qu'on voit des personnes qui sont là pour aider les personnes avec un TDAH qui vont leur dire pour t'organiser, il te faut un agenda. N'importe qui a un TDAH sait que même si un agenda peut marcher pour une minorité de personnes avec un TDAH, pour la grosse majorité, ça marche pas. Mais encore là, si ça fonctionne pas, on est vu comme si c'était de notre faute. C'est nous qu'il faut qu'il se force plus. C'est nous qu'il faut qu'il fasse plus d'efforts parce qu'on t'a donné le truc, tu veux juste pas t'aider. Ou pire, on pense encore que la neurodivergence s'arrête à 18 ans, que quand t'es adulte, tu devrais être
exactement comme un adulte neurotypique et avoir to figure it out et être capable de fonctionner en société comme n'importe qui. Oui, dans un sens, mais dans un autre sens, même si on est adulte, on a encore besoin de soutien. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. On a besoin de soutien. Moi, je suis un adulte. J'ai encore besoin de soutien, j'ai encore besoin d'accommodement, j'ai encore besoin de tout ça pour me permettre de garder ma santé mentale, ma santé physique et mon amour de la vie, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est donc important d'écouter les personnes qui vivent avec ces conditions-là? C'est qu'en dehors des textbooks, la personne qui le vit est experte de son expérience. Elle est experte de sa condition, pas de la condition de tout le monde, dans le sens que je suis pas, moi, par exemple, expert de l'autisme au complet, mais je suis au moins expert du mien. Et ça vaut quelque chose. Sachant ça, c'est clair que c'est facile de voir qu'il n'y a pas de solution unique pour aider une personne neurodivergente à fonctionner mieux dans son quotidien. Je dis pas fonctionner mieux en société parce que j'ai envie de dire c'est un peu un but qu'on nous impose de fonctionner en société alors que le but devrait juste être de fonctionner au quotidien. Les conséquences de ne pas écouter, de ne pas donner la voix et la place aux personnes neurodivergentes de s'exprimer et de dire leur vécu, ça fait en sorte que les interventions qu'on va recevoir des personnes neurotypiques peuvent vraiment faire pire que bien. Si on prend juste le ABA, par exemple, je pense que ça s'appelle ici, au Québec, ICI. Je me souviens pas exactement de ce que ça signifie, mais en gros, c'est un peu un genre de thérapie pour les personnes autistes de cacher leurs traits autistiques pour avoir l'air neurotypique, ou plutôt, au lieu de changer la société pour fitter tous les types de cerveaux, on essaie de changer les cerveaux neurodivergents pour qu'ils fitent dans la société neurotypique, parce que faut surtout pas qu'on change nos façons de faire pour accommoder d'autres gens. Non, c'est à eux autres de le faire. Et c'est clair que c'est nuisible. Puis évidemment, ce que ça peut faire aussi, c'est que ça crée une perte de confiance de la communauté neurodivergence envers les scientifiques, experts et professionnels qui travaillent avec les personnes neurodivergentes. Des exemples d'infantilisation et de condescendance même qu'on peut retrouver chez les experts, c'est par exemple de parler aux parents de ce qui se passe avec leur enfant, mettons, de 15 ans qui est autiste, et pas parler à l'enfant ou à l'adolescent, mais parler aux parents comme si la personne autiste n'était pas dans la pièce, comme si elle ne pourrait pas comprendre de toute façon. Puis évidemment, il y a toutes les demandes de masquer les comportements dérangeants qui font bien sûr pire que bien. Puis ça, c'est comme si on n'a pas l'air de comprendre que ces comportements-là sont nécessaires pour les personnes neurodivergentes. On dirait qu'on veut juste plus que ce soit gênant, plus que ce soit troublesome. Il y a quelque chose que j'ai lu à un moment donné, puis je trouve ça vraiment pertinent, qui était que quand on parlait de high et low functioning, si vous vous souvenez dans mes vidéos sur l'autisme, j'ai expliqué qu'on n'utilisait plus ces termes-là, mais au départ, quand c'était encore le cas, puis qu'on parlait de high functioning, de low functioning, dans le fond, c'est pas nécessairement de si la personne autiste fonctionne haut ou fonctionne bas. C'est plus à quel point est-ce qu'elle dérange. Si elle est un high functioning, ça veut dire qu'elle dérange pas ou très très peu. Même chose pour si elle est low functioning, ça veut dire qu'elle dérange beaucoup. Parce qu'il y a personne dans la société qui voit de quoi ça a l'air mon quotidien à la maison, qui voit à quel point je fonctionne ou pas à la maison. C'est vraiment plus par rapport à comment je dérange. Il y a vraiment une richesse à écouter la communauté neurodivergente, à les faire participer à la discussion. Les créateurs de contenu, les écrivains, les militants neurodivergents sont là pour expliquer leur expérience et détruire tous les stéréotypes biaisés. Parce que oui, les stéréotypes viennent de quelque part, c'est sûr, mais il faut garder en tête que les stéréotypes viennent d'une vision aussi déformée, par exemple de l'autisme ou du TDAH, parce que on ne voyait que les personnes qui étaient justement ce qu'on appelait low functioning, on ne voyait que les personnes qui dérangeaient plus.
De plus en plus, les personnes neurodivergentes commencent à faire entendre leur voix, que ce soit dans du contenu vidéo, que ce soit dans des blogs, que ce soit dans des livres, invités à des podcasts. On commence tranquillement à faire valoir notre voix et déconstruire les mythes. Puis, ça serait vraiment le fun que les professionnels nous écoutent, prennent ce qu'on dit et repensent leur façon de faire, leur façon de voir ces conditions-là, qui nous fassent participer à la discussion, comme j'ai dit tantôt. On veut pas se débarrasser des experts neurotypiques. On veut participer. Parce qu'en dehors des textbooks, il y a aussi l'expérience personnelle et réelle de ces personnes-là. Et plus on va en entendre parler, plus on va arrêter de dire des choses comme « Ah, t'as pas l'air autiste » »« Ah, toi, tu dois être high functioning ». Puis aussi, c'est important de laisser les personnes neurodivergentes aider par rapport au développement de programmes pour aider les personnes neurodivergentes. Parce que, encore une fois, en dehors des textbooks, il y a l'expérience personnelle. Et même si mon expérience est différente de l'expérience de quelqu'un d'autre, j'ai quand même une bien meilleure idée de comment ça feel et de comment je peux aider qu'une personne neurotypique qui n'a aucune idée, parce que c'est pas juste une question qu'on vit des choses de façon différente. Parce que techniquement, tout le monde vit les situations de façon différente. C'est plus que notre cerveau interprète les choses complètement différemment. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la coriandre, c'est un exemple assez commun. Il y a 15% des gens qui trouvent que la coriandre goûte le savon à cause d'une mutation dans les récepteurs olfactifs. Moi, j'adore la coriandre. Je trouve que ça goûte frais, ça goûte l'été. J'aime ça. Je pourrais jamais comprendre quelqu'un qui n'aime pas. Quelqu'un qui met de la coriandre dans sa bouche puis qui fait « Même si je le sais que c'est vrai pour elle, parce que ça a été prouvé, je ne pourrai jamais l'expériencer. Je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est parce que pour moi, c'est bon. » Donc, c'est ça la différence entre connaître et le vivre. Et oui, avoir l'information, c'est super important, mais il y a aussi le côté expérience. Les personnes neurodivergentes, à mon avis, sont les meilleures pour aider d'autres personnes neurodivergentes. Accompagnées d'experts, évidemment. Que ce soit neurotypique ou pas, accompagnées d'experts. Les experts, justement, dans le domaine, doivent évoluer. Doivent laisser de la place aux personnes neurodivergentes de participer à leur discussion et à leur développement de programme. Il faut travailler avec elles, il faut les écouter, il faut les croire, surtout. Donc, si tu es un professionnel qui écoute cette vidéo-là, tu as ta place, on ne veut pas vous mettre de côté. Mais il faut comprendre que comment notre cerveau interprète la vie, les émotions, les sens, c'est différent. Et ce n'est pas une question de faire plus d'efforts. Si par exemple, mon cerveau ne perçoit pas le concept du temps de la même façon qu'une personne neurotypique. Le temps est tellement quelque chose qui est présent. Imaginez si pour moi le temps est tordu. Je ne pourrai jamais expériencer le temps comme une personne neurotypique et vice-versa. Et ne pouvant jamais l'expériencer, je suis pas en mesure de donner des trucs pour une personne neurotypique basés sur ma perception du temps. Ça va de soi. Quand on n'a jamais vécu ça, c'est comme... Désolé, c'est un petit peu dark, mais c'est comme si un parent a perdu un enfant et un autre parent qui n'a pas perdu d'enfant est en train de lui expliquer comment gérer son deuil. Même si le parent qui n'a pas perdu d'enfant en connaît une shitload sur le deuil, il ne pourra jamais vraiment savoir ce que c'est et il pourra peut-être même jamais vraiment pouvoir donner des conseils ou des directions qui sont aidantes pour le parent qui vit avec cette douleur-là. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec une personne neurotypique jusqu'à preuve du contraire, qui était très bien informée sur les problématiques autistiques, sur comment le cerveau fonctionnait. Et pour une des premières fois de ma vie, ma parole avait un poids.
ce que je disais était cru et pris en considération. C'est tellement rare que ça m'est arrivé et j'apprécie énormément et j'ai travaillé avec cette personne-là et c'était un plaisir. On pouvait s'apprendre l'un l'autre et c'était enrichissant comme j'ai jamais vécu. Donc, c'est une richesse de se mettre en équipe pour mieux se comprendre et pour mieux bâtir un monde inclusif qui laisse la place et qui laisse la voix aux personnes qui vivent ça. Ce que n'importe qui veut, c'est d'être entendu, d'être cru. Puis c'est important quand tu es professionnel qui travaille avec des personnes neurodivergentes de au minimum prendre le temps de voir avec elles c'est quoi leur profil neurodivergent parce qu'on est tous différents et on fonctionne tous d'une façon différente. Dans ma maison, on est tous neurodivergents et on fonctionne de façon différente. Mes trucs à moi ne fonctionnent pas nécessairement avec les autres et vice-versa parce que la neurodivergence est un spectre. Et c'est aussi pour ça que c'est important de voir c'est quoi le profil de la personne et qu'est-ce qui fonctionne. Et si la personne dit « Moi, écoute, ça marche pas, ce truc-là, avec moi, pour telle raison », il faut la croire. Il faut la croire et trouver une autre stratégie qui fit avec comment son cerveau traite ce qui se passe dans sa vie, les informations. J'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en présence de spécialistes, d'experts, de professionnels neurotypiques qui soit n'a pas pris votre parole en compte et même si vous essayez d'expliquer que c'était comme non, je sais mieux que toi, ou peut-être au contraire, avez-vous été avec quelqu'un qui vous laissait vraiment la place de vous exprimer, qui vous croyait et qui travaillait vraiment avec vous. J'aimerais ça entendre vos histoires, autant plates que le fun, parce qu'elles font partie de la vie. Les situations plates, il faut apprendre de ça. Et les situations le fun, ben, il faut les mettre d'avant aussi, parce que c'est important. Donc, merci d'avoir été là pour cette vidéo. N'oubliez pas que un like, un commentaire, un partage, ça aide énormément l'algorithme à proposer ma chaîne et mes vidéos à d'autres personnes qui en auraient besoin. Donc, c'est quelque chose qui prend 30 secondes, ça coûte rien, puis ça m'aide énormément. Donc, si vous aimez ce que je fais, faites ces 3 petites choses-là juste pour aider l'algorithme à dire que « Ah, ok, ce qu'il fait, ça a du sens, puis le monde aime ça, on va le donner à d'autres personnes. » Merci beaucoup pour ceux qui vont prendre le petit 30 secondes pour le faire. Et je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!